Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Bertrand du Guesclin, figure majeure de la guerre de Cent Ans. Je ne regrette en mourant que de n'avoir pas chassé tout à fait les Anglais du royaume, comme je l'avais espéré. Dieu en a réservé la gloire à quelque autre qui en sera plus digne que moi. Tels sont les derniers mots de Bertrand du Guesclin, peu avant d'avoir confié son épée de connétable à son ami d'armes, le maréchal de Sancerre, afin qu'il la remette au roi Charles V le Sage, dont il était le fidèle serviteur. Tombé malade au moment où les Français reprennent la forteresse de Châteauneuf-de-Randon, occupée par les Anglais, le gouverneur britannique de la place capitule, mais exige de remettre les clés au connétable en personne. C'est donc sur son cercueil que fut remis à Bertrand du Guesclin le trophée de sa dernière victoire, le jour de sa mort, le 13 juillet 1380. Un geste qui honore autant le vaincu que le vainqueur. Fils aîné d'une petite noblesse bretonne, sa mère lui préfère de loin ses frères cadets, tant le physique de Bertrand est ingrat. Le Trouvère Cuvelier, auteur de la chanson de Bertrand du Guesclin en 1387, en parle en ces termes, je cite « L'enfant le plus laid qu'il y eut de reine à Dinan. » Est-ce cette injustice affective qui éveille en lui une vigueur, une adresse et un esprit belliqueux hors du commun ? Quoi qu'il en soit, il se sent une vocation de guerrier et s'engage comme mercenaire pour le compte de Charles de Blois, allié au roi de France Jean de Lebon, dans la guerre de succession de la Bretagne, enjeu majeur du conflit franco-anglais de la guerre de Cent Ans. Par sa bravoure et sa ruse, Bertrand enlève Rennes aux Anglais en 1356. Cet exploit lui vaut d'être adoubé chevalier, de gagner le surnom de « Dogue noir de Brocéliande » et d'entrer au service du roi de France, ce que certains jugeront comme une trahison pour sa Bretagne natale. Chasser la perfide Albion du royaume de France devient son Graal, et sans cesser de prendre du galon et d'accumuler des titres, il se distingue par des méthodes peu orthodoxes, mais efficaces dans les différentes régions où on lui confie des missions. Plutôt que de lancer une grande armée sur un territoire, du Guesclin mise sur de petits effectifs et assaillit château après château jusqu'à regagner des régions entières. Cette tactique digne des commandos modernes permet aux chevaliers de jouer la surprise et de déstabiliser l'ennemi, surtout lorsqu'il recourt à des subterfuges comme celui de revêtir ses hommes de l'uniforme anglais pour ne pas avoir à forcer les ponts-levis, ou encore en détruisant les approvisionnements ennemis. Cette stratégie d'embuscade et cette tactique de la terre brûlée convient parfaitement à Charles V, puisqu'elle permet des économies notoires à la couronne et qu'elle s'avère d'une efficacité infaillible compte tenu de la dispersion des Anglais disséminés dans les propriétés locales. Nous sommes loin de la confrontation de deux armées sur un champ de bataille. Après la Bretagne, l'Aigle de l'Ouest se distingue en Normandie, dans la Saintonge, en Guyenne, en Île-de-France et dans le Poitou, avec même une parenthèse en Espagne au cours de la guerre civile de Castille qui oppose Pierre le Cruel à son demi-frère Henri de Trastamare, que sert notre héros du jour. Bien que fait prisonnier par des Anglais venus prêter main forte à Pierre, du Guesclin paye les rançons pour se libérer, ainsi que ses hommes, et parvient finalement à rétablir Henri sur le trône. Cette victoire lui octroie les titres honorifiques de roi de Grenade, connétable de Castille, duc de Soria et duc de Molina. Le bon connétable, ainsi qu'on le surnommait, a donc gagné sa place de chef de l'armée du royaume par une volonté à toute épreuve et une fidélité sans faille à son roi, qui entérine la devise qu'il s'était choisie, je cite, « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Précurseur de Jeanne d'Arc, initiateur d'un sentiment national consistant à la loyauté envers le souverain français, Bertrand du Guesclin meurt d'une fulgurante maladie au cours d'une ultime victoire. Quittant l'Auvergne pour rejoindre Dinan, selon les vœux du défunt,
Le cortège funéraire est partout acclamé sur son passage, chacun reconnaissant le cercueil de celui qui a chassé l'Anglais de France. Arrivé au Puy-en-Velay, décision est prise de procéder à l'embaumement et la partition du corps. Ainsi, les viscères du chevalier sont déposés sous l'autel de l'église Saint-Laurent, du couvent des Dominicains, et la procession poursuit sa longue route. À Montferrand, la chaleur estivale laisse pressentir que l'embaumement a échoué. Une pause s'impose et l'on applique la technique du mos teutonicus pour détacher les chairs du cadavre que l'on inhume au couvent des Cordeliers. Une fois au Mans, le convoi en charge des os et du cœur du héros est arrêté sur ordre du roi. Charles V le Sage, qui ne peut se résoudre à se séparer de son fidèle serviteur, désire organiser des funérailles solennelles et lui offrir une sépulture à côté de la sienne à la basilique Saint-Denis. Le cœur prend la route de Dinan, où il repose sous une dalle dans le couvent des Jacobins, tandis que le squelette rejoint la basilique royale, 2 mois avant que celui du roi ne le rejoigne. Ainsi, celui qui fut, selon les mots de René de Chateaubriand, je cite, « Bayard dans sa jeunesse, Turenne dans son âge mûr », est probablement l'un des seuls hommes à posséder 4 tombeaux.